Florian. Mais justement, j'ai aussi une pensée pour la famille. Et puis, je suis aussi en colère, hein, parce que, encore une fois, le laxisme de notre système judiciaire tue, en fait. Il tue pour deux choses. Premièrement, parce que un chauffard comme ça, en général, c'est des multirécidivistes. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on conduit comme un chauffard qu'on tue quelqu'un. Non, pas du tout. Il n'en était pas à son coup d'essai. On s'en moque aujourd'hui. On prend la voiture, on n'a pas le droit de conduire, mais c'est pas grave. Mais exactement. Et donc, il y a vraiment le fait que les récidivistes ne sont pas bien traités dans notre système judiciaire, c'est-à-dire qu'ils devraient prendre des peines bien plus lourdes. Et l'autre sujet aussi, c'est que les policiers ne sont pas soutenus, puisque là, il y a un problème aussi de changement de doctrine d'usage de la force face aux rodéos urbains et aux refus d'obtempérer. La police doit pouvoir aller au contact, comme en Angleterre. Elle doit peut-être, je sais pas, tirer sur les pneus, mais il y a un moment où il faut qu'on arrête de laisser des gens dans des armes, avec des armes par destination que sont les voitures, extrêmement dangereux. Enfin, il y a 2 tonnes de métal qui vont à 70 km/h dans nos rues. C'est complètement hallucinant. Il faut mettre un terme immédiat à ça. Et ensuite que la justice soutienne les policiers quand ils prennent ce encore une type fois, je le dis, d'action. quand j'ai visionné. Si la personne est insolvable. Oui, mais il faudrait pouvoir le prendre sur les deux mots allocations. juste avant la pause, Florian. Oui, mais moi je pense que ça appelle à rétablir les peines planchers et aussi des amendes planchers. Très bien, puisque justement à chaque fois on voit que l'application des peines ne suit pas derrière. Mais c'est pour tout. Hein. On a regardé pour les peines de viol ou suite aux émeutes. À chaque fois les peines sont ridicules, risibles. Et il y a un autre problème dans le cadre routier, c'est qu'en fait on encourt des peines en fonction de si on a tué quelqu'un ou blessé quelqu'un ou pas du tout. Là, comme c'est juste un blessé léger, et ben, du coup, il encourt une peine beaucoup plus basse que s'il avait effectivement tué quelqu'un. Alors que l'action est la même. L'action est la même, donc ça devrait être jugé pareil. Mais on a vu Sébastien Lecornu l'autre jour quand il s'est exprimé devant les parlementaires. Hein, il les a envoyés. Ah, c'est vous, je vous renvoie. Vous avez eu plus de 49-3, etc. Mais mon Dieu, je voulais pas être à sa place hein, quand même, hein, sincèrement. Florian. Ah oui, c'est sûr qu'on n'aimerait pas forcément être à sa place, d'autant qu'il y a un problème fondamental qui est que quelle majorité pourrait voter un budget l'hypothèse numéro 1, celle de Sébastien Lecornu, ce serait que de PS à LR votent le budget, c'est-à-dire qu'ils votent pour. C'est complètement illusoire depuis le début que le PS et LR votent un même budget. Donc on en revient à essayer d'arracher des abstentions de la part d'autres groupes. Et c'est là où je pense que c'est sûr qu'il y a aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement tient ? Parce qu'il y a une espèce de majorité anti-dissolution. Voilà, c'est un front anti-dissolution. Il y a eu un front anti-RN dans le passé, il y a eu un front anti-LFI aux dernières élections, et maintenant il y a un front anti-dissolution à l'Assemblée. Ça ne tient que par ce fait-là. Mais qui est-ce qui a donné le pouvoir au PS, en fait ? C'est aussi la position du RN. Parce que le RN, en disant « on censure tout », ça fait que Sébastien Lecornu ne peut pas se tourner vers eux en disant « est-ce qu'il y aurait moyen que vous vous absteniez ?» Parce que si jamais le RN s'abstient, alors le socle commun n'a plus besoin de la gauche pour voter le budget. Donc en fait, c'est ces deux options-là, et Sébastien Lecornu essaye de naviguer à vue entre eux. Voilà. Mais l'arithmétique est têtue. À la fin, il faut des gens qui vont pouvoir voter ce budget ou non et passer par les ordonnances, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais je pense quand il dit que le déclin n'est pas une fatalité, déjà, il a raison, puisque nous, c'est aussi ce sur quoi on travaille au millénaire. Mais plus globalement, il y a un côté, si on regarde les enquêtes d'opinion, sur un certain nombre de sujets, ce qu'on appelle entre guillemets le bon sens, en fait, est très nettement majoritaire. Sur l'immigration, 70-80% des Français sont pour moins d'immigration, une immigration en tout cas mieux choisie, et qui n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Pareil sur les questions de dépenses sociales, 70% des Français pensent qu'il y a trop d'impôts et que c'est pas efficace. Et sur la débureaucratisation, c'est aussi sur un sujet sur lequel on a travaillé. Si on regarde qu'on se compare à l'Allemagne, on a par exemple le même niveau à peu près de dépenses éducatives ou dans la santé par habitant, et pourtant on a des soins bien moins bons, puisque là-bas, chez nous, on a à peu près 30% de personnel administratif dans les hôpitaux et dans l'éducation nationale, alors qu'en Allemagne, c'est moitié moins. Donc c'est pourquoi, du coup, on a moins de soignants et moins bien payés qu'en Allemagne. Donc sur tous ces sujets-là, en fait, il y a une espèce de majorité silencieuse, 70% ou plus, qui sont pour simplement remettre du sens et de la logique d'efficacité
c'est très simple, dans l'action publique. Et c'est ce que Jordan Bardella essaye de porter à juste titre. C'est la seule manière que le RN pourra envisager de gagner une élection nationale. Karim Attal. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit comme proposition. Il y a aussi un autre point, c'est que là, ce sont des locataires qui vivent des allocations. Eh bien, le loyer devrait pouvoir être quasiment automatiquement, sur demande du propriétaire, pris sur le RSA et les APL. Donc, que ce soit beaucoup plus simple et qu'il n'y ait pas besoin d'un avocat et qu'il n'y ait pas besoin d'un an de procédure pour que ça puisse potentiellement être fait à la fin. Mais je voudrais élargir un peu plus, parce que pourquoi est-ce que aujourd'hui la loi ne s'applique pas? Mais parce qu'il y a d'autres lois qui protègent les locataires de manière très très forte. Et donc, comme le locataire est extrêmement protégé en France, bien plus que les droits des propriétaires, c'est pour ça qu'on est dans ces situations-là. Pourquoi les locataires sont si protégés? Parce qu'on a une crise du logement et que donc on a dit, ah ben oui, mais comme les gens n'arrivent pas à se reloger, etc. Mais j'ai regardé les chiffres récemment. Depuis 2000, et donc la loi Solidarité et Renouvellement Urbain votée par les socialistes, le prix de l'immobilier en France a quasiment triplé. Donc d'où elle vient, cette crise du logement? Elle a été organisée par les obligations de mettre des HLM dans toutes les nouvelles constructions, ce qui fait que c'est moins rentable de faire des nouvelles constructions. Donc, qu'est-ce qui se passe? On construit moins. Donc, tout vient de là, en fait. Le prix de l'immobilier ayant triplé en 25 ans, les gens ne peuvent plus se loger. Donc, il faut aussi reconstruire pour qu'on puisse, après, supprimer ou réduire grandement les protections des locataires et qu'ils puissent être expulsés plus facilement. Là, ils sont inexpulsables. C'est le problème fondamental. Et dernier mot. Et ensuite, place à notre invité. Oui, pour aller dans le sens de votre spécialiste, il faut rappeler que l'année dernière, quand il y a eu l'attaque à Southport dans une fête d'enfants sur un thème Taylor Swift, où il y avait eu 3 petites filles qui avaient été assassinées, le migrant naturalisé britannique qui avait perpétré ça. Au début, la police avait dit « Ah, c'est pas terroriste ». Et en fait, ils avaient trouvé le manuel d'Al-Qaïda ensuite chez lui. Mais 2 semaines plus tard, c'est sorti plusieurs semaines après. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Il faut rester rapide, Florian. Oui, vous êtes jeune, hein Oui, c'est ça. Non, bien sûr. On n'a pas le même... Ça m'intéresse d'avoir votre regard. Moi, je pense que, de mon expérience, j'ai enterré mes arrière-grands-parents, mes grands-parents aussi, et c'est vrai que ça a toujours été très important pour moi de pouvoir être là et leur dire au revoir, de leur dire merci, et de pouvoir prendre la parole à l'église, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça aide énormément quand les obsèques sont organisées. Ça fait un poids de moins. Déjà qu'il y a le poids du deuil, mais en plus de ne pas avoir le poids de l'organisation. Les papiers administratifs et tout ça. Mais oui, c'est exactement. très difficile.